le monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux, le cinéma. Ah c'est bien, refaites-le bien. Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle et aujourd'hui nouvelle semaine, nouvelle émission, nouvel enregistrement sur un épisode thématique. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait et Nicolas se marre déjà sur le début d'enregistrement. On va parler du multivers, on va parler de deux films en partie, principalement, et puis d'autres films également, dont on va vous parler dans quelques minutes. Mais déjà, petit tour de table, comment est-ce que ça va les amis? Nicolas, comment ça va ce soir? J'ai la panse pleine et la tête pleine, alors ça va bien. La tête pleine de quoi? De nourriture. D'accord. Mathéo, est-ce que tu as la panse bien remplie? Ah bah écoute, je suis en forme ce soir pour parler de deux films très intéressants, Mr. Nobody et Everything Everywhere All at Once. J'ai réussi à le dire cette fois. C'est bien. Film très intéressant et surtout qu'on va pouvoir comparer. Les diptyques, c'est toujours intéressant pour pouvoir opposer ou rapprocher deux films qui traitent... là, ça traite pas tout à fait de la même chose, mais en tout cas, ça le traite d'une manière similaire qui est de l'utilisation du multivers, un peu science-fiction, etc. Donc ça va être intéressant de pouvoir en parler. Je vais pas plus spoiler les discussions futures, mais... Ouais, complètement. Et avant de commencer, on va faire notre dédicace habituelle à nos auditrices, auditeurs qui écoutent l'émission et à leur lieu d'écoute. Et cette semaine, ce sera Caen. Nous faisons un coucou au Canet. Nicolas, un mot sur Caen? Bah, sauce magique beau gosse. Voilà, et facile. On va le facile, classique. Oui, je veux dire. La Normandie en général, très sympathique. Ouais, bah on vous invite à y aller. Un film sur la Normandie? Normandie nue. Non, quoi? C'est un vrai tellement été Normandie nue. Je crois, ou alors je suis complètement con, mais je crois que c'est un vrai vérifierons cette film. information en post-production. Exactement. Et nous vous dirons... Ici, la post-production. Normandie nue existe. Waouh, merci Nicolas pour cette réactivité. Et puis voilà, donc encore coucou à nos canets. Et puis on commence l'émission. Nicolas, d'ailleurs, tu vas nous présenter un petit peu les deux films. Évidemment, Everything Everywhere All at Once, on l'a pris notamment parce qu'il a remporté les Oscars et que c'est un peu le film qui est sur toutes les lèvres en ce moment et qui ressort en salle d'ailleurs, qui doit encore être en salle au moment où sort l'émission. Explique-nous brièvement, pitch-nous les films, dis-nous un petit peu de quoi ça parle, le background, les réalisateurs, tout ça quoi. Alors, Everything Everywhere All at Once, c'est les Daniels qui l'ont réalisé. Précédemment, ils ont fait Swiss Army Man, qui est une forme de film absurde sur l'acteur qui joue Harry Potter, Daniel Radcliffe, qui est trouvé mort par Paul Dano sur le point de se suicider. Et alors qu'il pète, il va lui remonter le moral, lui expliquer pourquoi vivre, c'est important. Wow. Outre ça, les Daniels sont des réalisateurs qui sont en train de percer, puisque c'est leur deuxième film qui a tout atomisé littéralement. Ça raconte l'histoire d'une petite famille chinoise qui croule sous les dettes, dont le mari et la femme se disputent assez régulièrement. On voit qu'il n'y a plus d'amour entre eux et la jeune fille, alors excuse-moi, j'ai mangé tous les noms, moi je mange toujours les noms, j'arrive pas à retenir les noms, c'est terrible. Bah, c'est le thème du jour, la fin, non? Voilà, la fin des noms. Non mais et la jeune fille du coup a une mauvaise relation avec sa mère, enfin bref, la vie un peu de merde. Mais alors qu'ils ont une réunion avec les impôts, un problème financier, il y a une forme de rupture dans le temps et le même mari qu'elle a actuellement vient du futur pour lui annoncer que le monde va finir et qu'il faut qu'elle aide à sauver le monde. Voilà, bon, c'est un peu bafouilleux, mais en gros, oui, c'est une espèce de film, une gigantesque métaphore à travers les dimensions, sur les choix. Parce que pour sauver ce monde-là, il faut qu'elle traverse différentes dimensions, différents univers parallèles dans lesquels sa vie est complètement différente et dans lesquels elle a des pouvoirs spéciaux, puisqu'elle est en fait cuisinière, chanteuse, ninja, et du coup, elle va servir de toutes ses capacités qu'elle a pu acquérir dans ces autres univers pour sauver l'univers et le monde en général en fait, donc d'où cette thématique du multivers. Exactement. Et dans Mr. Nobody, c'est abordé un peu différemment puisqu'on commence le film avec un interrogatoire, enfin pas un interrogatoire mais plutôt une interview de Mr. Nemo Nobody justement. On lui demande de raconter ses souvenirs, on découvre que justement dans ses souvenirs il y a plusieurs trames, plusieurs histoires justement, comme s'il avait vécu plusieurs vies. Voilà, on va arriver dans ce récit complètement fantasmagorique. Alors le réalisateur c'est Jaco von Dormel qui a fait, je crois que son deuxième film Mr. Nobody, son premier c'est Toto le héros,
qui est absolument génial. Je vous invite à aller le voir. Comment est-ce qu'il réinvente le film d'enfance, le film de super-héros, qu'il arrive à amener des thématiques un peu terribles dans un film qui traite d'un petit garçon. Mais voilà, Mr. Nobody, inspiré du Hasard de Kieslowski, dont je toucherai 2 mots dans l'émission. Mais voilà, de film donc, qui aborde aussi cet aspect multiplicatif des choix et des dimensions. Ouais, parce que plus précisément, Mr. Nobody, c'est surtout en fait un vieux monsieur qui est plutôt un gamin à l'époque, qui revoit sa vie de gamin et qui se dit à tel âge et à tel âge, donc je crois que c'est 9 ans, 15 ans et 24 ans, ouais. Si tel choix avait été fait dans ma vie, ça aurait amené tel parcours. En fait, c'est un peu comme si on avait ce livre, vous savez, les livres Dans le héros. Dans le héros, on choisit les pages et on va de page en page, sont les scénarios qui s'ouvrent à nous. Et c'est un peu la même chose. Là, c'est différentes vies, différents univers finalement et dimensions possibles selon les choix qu'aurait fait le gamin. Notamment, c'est le principal choix. Est-ce que à 9 ans, il a choisi, quand ses parents ont divorcé, de partir avec la mère ou avec le père? Ça, c'est évident et c'est le choix principal qui va faire que sa vie va bifurquer dans différentes dimensions à partir de là, en fait. Voilà, donc je vais rebondir sur ce que vous avez dit parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les films traitent tous les deux du multivers, mais pour parler de quelque chose de différent. Parce que du coup, même si c'est pas dans le même style, même si d'un côté c'est plus, on va dire, fantasmagorique, une espèce de fantasme sur les choix qu'on doit faire dans notre vie, et d'un autre côté c'est un peu plus pris littéralement dans l'univers avec cette espèce de délire de récupération de capacité de nos d'univers parallèles avec Everything Everywhere All at Once. Presque de la science-fiction finalement. Oui, c'est de la science-fiction, c'est clairement de la science-fiction dans le film, parce qu'en fait les deux films ont des thématiques qui sont sous-jacentes à ces aventures qui vivent. Everything Everywhere All at Once, avant d'être un film de science-fiction sur le multivers, c'est un film quand même vachement social, un film Bien sûr. c'est quand même la vie d'une immigrée chinoise qui galère aux États-Unis. Qui galère avec sa famille, qui galère avec sa vie en général, avec sa fille aussi, avec sa fille. C'est ce que je voulais dire par rapport à la famille. C'est toute sa vie est compliquée. Et en fait, et cette question du multivers, elle va venir donner une espèce d'image héroïque et romanesque de cette lutte qu'elle va avoir avec sa vie pour s'en sortir, pour trouver des moyens justement de changer le monde, de sauver son monde à elle. Ouais, et aussi prendre du recul sur sa propre vie et voir qu'on n'est pas forcément toujours malheureux même si on a l'impression de l'être en fait. C'est ça. Et qu'il y a toujours pire et que la simplicité c'est aussi des fois la beauté. Ça, et Mr. Nobody de son côté, il traite du fantasme, enfin de la peur du choix. C'est le fait de choisir. C'est la peur d'un gamin qui se retrouve face à un choix cornélien et qui va devoir choisir et qui va se poser les 50 000 questions qu'on se pose quand on est gamin. C'est quoi les conséquences de mes choix en fait tout de suite, il va m'arriver quoi si je vais par là-bas? Bah carrément, et puis ce qu'il explique c'est que tant qu'on choisit pas, tout est possible en fait. Tout est possible, et donc c'est le traitement. Les deux films ont ces questions-là, qui sont des questions différentes, et ils vont utiliser un même moyen, une espèce le même wagon, qui est le multivers pour aller dans différentes directions. C'est ça, chercher comment le faire. Mais ce qui est intéressant en tout cas pour les deux films, c'est que justement, contrairement à, et je pense que tu pourras attester Mathéo, Doctor Strange, The Multiverse of Madness, il n'utilise pas le multivers comme prétexte magique ou scientifique, dans le sens à regardez, imaginez qu'on ait la possibilité d'avoir d'autres dimensions. Non, le multivers a une vraie portée philosophique, une vraie portée morale, et qui apporte en fait au personnage une texture, une idée nouvelle, et c'est pas simplement un effet de style, c'est le style même, et c'est le film même en fait. Oui, c'est parce que c'est au cœur des films Marvel en ce moment, parce que t'as cité ce film-là, mais dans Spider-Man, le dernier Spider-Man, c'est un peu la même chose aussi. Oui, mais ça c'est pour faire apparaître Tobey Maguire et Andrew Garfield, pour ramener des gens dans les salles. Non, mais et grosso modo c'est ça, mais ce que je veux dire c'est que oui, c'est pas juste un prétexte ou un décor attrayant pour le public, c'est vraiment le centre de l'intrigue, et c'est la base et le point de départ de réflexion super intéressante sur les différentes directions que peut prendre une vie, et sur l'impact des choix qu'on peut faire aussi. Parce que tu as parlé du fantasme, mais je trouve ça super intéressant, parce que si on compare les deux films, là où Everything Everywhere All at Once fait une autre réponse au fantasme, c'est que
elle fantasme ses possibilités de vie, mais une fois qu'elle arrive à les vivre, à les ressentir, elle se rend compte qu'au final, il y a un moment où ça passe pas en fait. Il y a un moment où on n'est pas fier de vivre dans la vie qu'on a emprunté, le tunnel qu'on a pris, et du coup c'est notre mindset, comme diraient les Américains, c'est notre pensée, c'est notre être qui va choisir de vivre bien la vie, tu vois. C'est surtout aussi que dans ce film, à chaque fois qu'elle va justement fantasmer la vie d'autres elle, en fait c'est sa vie dans laquelle elle se plaît. Même si c'est une vie qui est difficile, une vie dans laquelle elle lutte pour sa famille, pour tout, en fait c'est la vie qu'elle va choisir, enfin qu'elle choisit dès le début du film en fait. Oui, c'est pas toutes les vies rêvées, c'est pas la vie de chanteuse, de star, de cailloux, d'actrice, de quoi, de cailloux. De cailloux. Oui, parce que si vous avez pas vu le film, il y a un moment où l'un des univers possibles, c'est un univers dans lequel les personnages ne seraient que des cailloux. La vie n'a jamais eu l'occasion d'exister, voilà. Du coup c'est des cailloux. Et du coup les communications sont retranscrites par des bulles en fait, comme dans une BD. Il y a même pas de voix, il y a plus de bruit, il y a juste le bruit du vent et le silence en fait. Et ça m'amène à... Et c'est les moments les plus touchants du film finalement. Ouais, moi ça m'amène à parler de quelque chose, justement, tu parlais de Doctor Strange Multiverse of Madness. Les deux films ont un point que je trouve très intéressant, Mister Moby un peu moins, c'est que visuellement la représentation de justement cet outil qu'est le multivers est faite de manière très intelligente. Enfin, mais c'est fait aussi intelligemment dans Mr. Nobody, hein, mais différemment. Oui, différemment. Mais c'est pour ça que d'abord je voulais parler d'Everything Everywhere All at Once. C'est que là, par exemple, typiquement, la transition entre deux univers est faite juste par un cut. Ouais. C'est tout con. Et par des actions. Par des actions bêtes. Plus l'action est débile. Oui. En fait, il faut faire une action absolument invraisemblable pour pouvoir déclencher le passage dans un autre univers. Oui, ça mais peut même être, quand je sais pas, il y a par exemple les transitions extrêmement rapides entre chaque univers, avec les personnages qui peuvent changer très vite d'univers à chaque fois, ça se fait par des espèces d'éclats visuels, mais juste c'est des cuts. Il y a des changements de couleurs très rapides. Après, un travail de montage aussi. Et travail de montage. Dans les deux films, le montage est essentiel et incroyable. Et donc, c'est là où je voulais en venir, c'est que visuellement parlant, ils réussissent à être plus inventifs en utilisant très peu de FX, en tout cas très peu de budget aussi. Oui, très peu de budget. Mais relativement par rapport à Marvel. Oui, mais par rapport à un film qui Marvel. coûte 200 millions, oui, c'est sûr. C'est ça, mais l'un est sur du en tout cas 30 millions. Ouais, 15 et 30. 15 millions. En Alors tout qu'on cas, est sur du 200 millions oui, sur c'est Marvel. ça. Mais en tout cas pas des enfin par exemple, il va pas y avoir un moment où le personnage va se découper en morceaux parce que on est dans une dimension quantique et du coup, on va utiliser grave des effets spéciaux pour montrer ça. Ils ont pas besoin de faire ce spectacle-là, par des couleurs, par du montage. Ils réussissent à faire ressentir ces transformations. Ouais. Mais ça c'est important, et c'est un point aussi que j'aimerais souligner, c'est que dans la SF et puis dans les films en général qui utilisent des effets spéciaux et qui se passent dans des univers assez étranges, ou quand les actions plus ou moins saugrenues, ou en tout cas qui sont complètement déplacées par rapport à notre schéma de réalité. Fantastique. Ouais, fantastique, mais pas que. Hein, ça peut être de la SF qui est pas forcément du fantastique non plus. Hein. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que justement, contrairement à des films qui ont des budgets énormes en FX, en effets spéciaux, là en fait on a aussi recours à des choses beaucoup plus simples. On a un univers dans lequel les personnages ont des doigts saucisses. Ça, si vous avez vu le film, ou même si vous l'avez pas vu, vous avez dû voir passer des images avec cette espèce de gros doigts saucisses. Bah non, c'est pas des effets spéciaux, des capteurs sur les mains pour les transformer en post-production, c'est juste des gants, des vrais gants qui ont été utilisés pendant le film en fait. Et ce côté organique qu'on a quand même parfois dans les films récemment, et surtout dans les films à petit budget, hein, qui sont faits pas forcément pour des choix artistiques, mais des fois des choix économiques, parce que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir des gants que d'avoir des effets spéciaux. Ça marche mieux, la contrainte en fait. crée quand même vachement des images. Mais c'est super cool de dire que ces univers-là, on pourrait se dire, on va complètement tout refaire sur ordinateur parce que c'est un multivers, c'est informatique, c'est un autre univers complètement farfelu, et il faut des décors incroyables, des gratte-ciel immenses comme on a dans Doctor Strange and the Multiverse, alors que là en fait c'est juste des processus beaucoup plus simples. Et le film se prend au sérieux. Ouais, mais carrément. Le film se prend au sérieux, et ça fait plaisir dans un film d'action qui se prenne au sérieux, et qui prenne au sérieux son concept de multivers. Parce qu'il a beau être bien débile, il a beau être bien... Il est pas débile, il est absurde. Oui, absurde. Oui, c'est vrai qu'il s'autorise tout. J'utilise débile, mais c'est absurde. Oui, bien sûr. Il est bien absurde, mais en fait, vu qu'il se prend au sérieux, on joue le jeu.
Mais exactement. On reste Totalement. dans l'univers. Et c'est pareil pour Mr. Nobody, parce que Mr. Nobody est plus étrange et cryptique. J'ai même vertigineux en fait. Ouais, parce il qu'en est plus un il fait peu le tour du temps. vertigineux, C'est un vortex quasiment, Mr. Nobody pour moi. Et pourtant, malgré tous ces trucs un peu étranges, ces transitions entre plein d'âges, et ben on reste accroché dedans. Et c'est d'ailleurs par son symbole de vortex, cette espèce de vertige face au temps, face aux choix qui nous sont imposés, que je trouve qu'il se différencie de Everything Everywhere All at Once, qui est plus de l'ordre de la fascination et de l'accumulation de magie, qui est absolument incroyable, et qui vient représenter cette accumulation par justement une diversité formelle, comme on l'a dit, c'est-à-dire en même temps à la fois absurde, sérieux, philosophique, simple, compliqué, avec du kung-fu, et en même temps des scènes immobiles, sans son, enfin sans voix. Voilà, il a tellement une diversité formelle incroyable que cette diversité formelle vient représenter son fond, qui est justement les choix. Et c'est du coup cette opposition, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on représente le multivers. Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du vertige? On peut rappeler l'ouverture du hasard de Kieslowski, dont Mr. Nobody est inspiré, qui est le cri d'un homme, et la caméra vient rentrer dans sa bouche. Il y a un hurlement plein d'angoisse qui justement représente cette espèce de putain, on a trop de choix, on a trop de choses à faire, il y a trop de possibilités, où est-ce qu'on va avec ça? Comment faire pour vivre la meilleure des vies? Il y en a un qui prend peut-être le pas du vertige, de l'angoisse, et l'autre qui vient plus rappeler la simplicité d'accepter son existence à travers aussi une contemplation des possibilités de celle-ci. Et du coup, explique Nicolas le hasard, tu en as parlé brièvement, qui est un film qui est le film qui a inspiré Mr. Nobody. Exactement, le hasard a inspiré Mr. Nobody, donc fait par Kieslowski, dont vous connaissez peut-être le triptyque de Kieslowski, rouge, bleu et blanc. Des films absolument merveilleux, un immense cinéaste, et le hasard vient présenter un peu à la manière de Mr. Nobody un jeune garçon qui sur le quai d'une gare court après un train, et on suit ses deux possibilités de vie quand il a le train et quand il ne l'a pas. Et le film, alors contrairement à Mr. Nobody, commence par une espèce d'accumulation d'images où il y a plusieurs, en fait il est dans plusieurs vies, et c'est comme si on avait des flashs de souvenirs extrêmement brutaux, et c'est justement là où il commence à nous perdre. C'est un peu différent, mais je vous conseille fortement, pour comprendre encore plus Mr. Nobody, d'aller voir son origine et d'où il est inspiré. Ah, carrément. Mr. Nobody, c'est un film qui est vachement intéressant parce que c'est un film qui est bien sûr très bien monté, mais qui pourrait être complètement confus parce qu'on pourrait se perdre vraiment dans ses possibilités d'univers et de vie, parce que contrairement à Everything Everywhere All at Once, on n'a pas là en fait de mondes bien séparés, on n'a pas vraiment d'univers bien séparés, c'est différents bouts de vie qui se recoupent et qui sont pas linéaires. C'est un film très très intéressant sur la construction scénaristique, hein. C'est un film très complexe et très technique parce que on a des bouts de passage de vie du personnage à, par exemple, à 15 ans qui est avec sa petite amie et qui fait le choix d'aller à la boîte de nuit, enfin au bal plutôt avec elle, et de rester avec elle après malgré qu'elle ait un autre ami, un autre petit copain, ou alors le fait qu'il pète un plomb et qu'il prenne une moto et qu'il se ramasse dans la forêt. Et en fait il y a plein de tronçons qui s'accumulent, et on n'a pas forcément de raccord direct entre les différentes histoires d'affilée. Des fois ça revient 20 minutes plus tard sur des moments qu'on a vu dans le film plus tôt, et c'est super technique, et en même temps c'est super bien fait parce que on y croit, et c'est vachement bien monté en fait aussi. Donc c'est intéressant sur la conception des dimensions parallèles parce que tout est plausible et tout est intéressant dans ce que ça raconte, parce que c'est pas non plus juste des vies possibles, c'est des vies qui ont un sens et qui ont un impact très très différent et très important sur le personnage selon les choix qu'il va prendre, donc les décisions qu'il va le prendre plutôt. Donc c'est deux films intéressants pour cette question-là. C'est là où on voit l'utilisation effective du multivers en tant que concept dans cette œuvre. Parce qu'en fait, le multivers, il a un impact très concret sur les choix que le personnage va faire et comment est-ce qu'il va évoluer. C'est-à-dire qu'on voit les différentes options de son évolution, et donc on voit un peu la manière dont il va réfléchir sa vie. C'est surtout ça le point de Mr. Nobody, c'est en fait les différents choix de réflexion de vie que se fait le gamin. C'est comment est-ce qu'il envisage son futur, et comment est-ce que ce futur il a des conséquences sur sa manière de voir sa propre vie actuellement. Et c'est là où on peut du coup le rejoindre avec Everything Everywhere All at Once, c'est que le multivers, il vient, par ce moyen de science-fiction ésotérique, il vient remettre en cause la vie réelle, entre guillemets, du personnage principal, et de la conforter dans le fait qu'il faut qu'elle avance dans cet univers-là, dans son propre monde. Non, mais ça c'est intéressant. Et puis ça m'a fait penser aussi, vraiment Mr. Nobody m'a fait penser à un autre film dont on a déjà parlé dans l'émission, qui est La vie est belle de Frank Capra.
Et c'est proche sur plusieurs points parce qu'en fait, La Vie est belle, on l'avait parlé dans l'épisode sur les films de Noël. Ce qui se passe, c'est que le personnage est, alors en fait, c'est presque un mélange entre Everything Everywhere All At Once et Mr. Nobody, parce que le personnage, comme dans Everything Everywhere All At Once, arrive à un point de sa vie où il est au fond du trou, où il est endetté, où c'est compliqué, où au niveau du travail c'est dur, et en même temps il est aussi proche de Mr. Nobody parce que il va en fait rencontrer un ange, et cet ange va lui permettre de voir ce que le monde et la ville dans lequel il vit et il grandit aurait été s'il n'avait pas eu ces actions plus jeune et même adulte en fait. Et donc c'est un film qui va montrer l'impact de chaque action dans sa vie. C'est très proche de Mr. Nobody, et c'est un superbe film, c'est un chef-d'œuvre, je pense que c'est partie de mes films préférés all time, et je pense que c'était indispensable de parler de ce film de Capra aussi pour faire un lien, et c'est un film qui se positionne vraiment entre ces deux films beaucoup plus contemporains, parce que je vais pas dire de bêtises, mais Capra c'est dans les années 50 je crois, au début des années 50. 45, 46. Ouais, voilà, donc c'était vraiment 50, 60 ans plus tôt en fait, mais c'est super intéressant parce que aujourd'hui la question du multivers elle est aussi sur toutes les lèvres, parce que elle est sur toutes les lèvres parce que des entreprises comme Facebook, Meta maintenant en fait sont des piliers qui veulent mettre le multivers et du coup le métavers dans nos vies en ayant des univers parallèles numériques dans lesquels on pourrait vivre en fait. Ah, ça tu l'as dit, c'est la virtualité, la possibilité virtuelle d'une autre existence. Ouais, carrément. Parce que la nôtre ne nous satisfait pas, qui nous fait plus ou moins jouir ou ressentir quelque chose via cette possibilité du multivers. Là où justement Everywhere All At Once se dit ouais, toutes les possibilités sont cool, mais la vie simple et la lutte de tous les jours, c'est ça qu'il faut apprécier, et c'est là où on trouve notre bonheur, et c'est ce qui est aussi magnifique. C'est-à-dire que c'est des films qui aussi prennent des artifices du genre, qui prennent des artifices énormément qui rendent hommage aussi. Oui, qui rendent hommage, mais qui sont très stylisés en fait en forme de cinéma. C'était pas des films qui sont proches du réel, on va dire. Moi d'ailleurs je pense à Cloud Atlas que j'ai vu il y a pas longtemps, qui reprend ça aussi, cette espèce de liaison entre des vies multiples, mais qui le fait toujours pour une espèce de réflexion et de simplicité sur la frontière des vies, sur la liaison, sur l'amour et sur la simplicité des choses en fait. C'est intéressant que vous souleviez le fait que Everything Everywhere All At Once choisit de dire que c'est la vie entre guillemets réelle de la personnage qui est importante, etc. Parce que il y a quand même un peu la même chose avec Mr. Nobody. Vous allez me comprendre pourquoi, même si vous avez vu le film vous comprendrez que c'est un peu bizarre. Le personnage principal, à la fin, même si il y a quand même le côté du rêve, etc., le pseudo-choix qui est fait par le personnage de cette espèce de stratégie pour retrouver Anna, c'est quand même la version de sa vie où il devient SDF, où il sacrifie tout pour son amour pour cette fille, qui choisit comme une espèce de dernier choix avant de mourir. Et je trouve que c'est quand même assez beau, et en termes de choix de société qui est fait par le film, il fait quand même le choix de celui où l'amour privilégie tout. C'est une conclusion qui est quand même assez similaire à celle de Everything Everywhere All At Once. Exactement. Ouais, mais ça fait penser à une citation d'un film dont on a parlé récemment qui disait l'important c'est d'aimer et d'être aimé finalement. Voilà, c'était Émilie. Exactement. Et c'était une belle citation d'un film que tu n'as pas aimé et que nous avons bien aimé, Nicolas. Et on va pas revenir là-dessus. Mais non, après pour faire le lien encore une fois avec ce que je disais sur le rapport au réel et au monde actuel, en fait Mr. Nobody le fait déjà parce que le personnage est mourant dans un monde dans lequel les habitants ne sont plus mourants parce qu'ils sont devenus immortels. Ils ont réussi à développer les cellules de manière à ce que, avec des porcs d'ailleurs, c'est un peu n'importe quoi, ils ont des cochons qui ont les cellules communes pour pouvoir arriver à une forme d'immortalité. Et ce personnage-là, c'est le seul qui est encore mourant. C'est le seul qui est encore mortel en fait plutôt. Et qui est mourant aussi, mais qui est le seul mortel. Et c'est intéressant parce que justement, voilà, on s'interroge, on questionne cet homme. Toutes les télés sont penchées, tous les écrans du monde dans lequel se trouve ce vieil homme sont dirigés vers lui, parce que c'est le seul
qui sait en fait encore ce que ça représente, enfin ce que représente la mort, mais aussi la sexualité, parce qu'on ne couche plus, on ne fait plus l'amour avec personne puisque ce n'est plus nécessaire, parce qu'on ne se reproduit plus, sinon le monde serait trop vaste et vu que les gens sont immortels, la Terre serait complètement surpeuplée, donc il n'y a plus cette question-là de la sexualité. C'est un monde totalement différent, les besoins sont plus les mêmes, on a perdu ce côté simple, on a perdu l'essentiel, et du coup se pencher sur la vie d'un homme et essayer de revenir sur sa jeunesse et sur le monde d'avant que tous ces gens n'ont pas connu, c'est super intéressant aussi. Oui, c'est vrai que ça raconte aussi cette espèce de beauté poétique qui dit que à la fin d'une vie, cette espèce de dernier mourant, d'ultime mourant, c'est aussi un ultimatum qui nous permet de choisir. C'est un impératif au choix, parce que quand on a une vie... et ça rentre aussi d'ailleurs dans les thèmes d'actualité, l'immortalité. Cette espèce de course de Google et d'Apple, de tous les géants à vivre le plus longtemps et surtout de manière infinie, de se conserver, nos mémoires, notre passage de vie. Et en fait, c'est quelque chose qui est très actuel, mais dans Mister Nobody, on nous dit que justement, c'est parce qu'il meurt, c'est parce qu'il est sur le point de mourir qu'il a la possibilité de revenir sur ses choix. Et c'est aussi parce qu'il y a la mort, il y a cette espèce de vieillissement permanent que l'on doit avoir l'impératif de choisir et de ne pas attendre. Et je trouve que c'est sublime aussi. C'est des récits qui sont souvent très philosophiques, alors qu'ils paraissent très genré, j'allais dire, dans le sens du genre cinématographique. Et je trouve que c'est beau en fait cette présentation. Mais complètement. Et c'est aussi un film à mettre en parallèle. Alors c'est pas forcément sur la même question, c'est pas sur la question en tout cas de l'immortalité, enfin plutôt du multivers, plus sur la question justement de l'immortalité. C'est un film qui est sorti la même année en 2009, c'est Avatar. Avatar qui est un film, alors pour le coup qui c'est pas lié, mais qui est vraiment impressionnant sur les effets spéciaux par rapport à Mr. Nobody, mais qui pose la question aussi de ce rapport au corps et à l'immortalité, puisque les personnages en fait se réincarnent en Avatar. On le voit dans l'épisode 2 et en fait, cette question-là, elle est aussi posée parce qu'on se déplace vers une autre planète pour exploiter les ressources, parce qu'on n'a pas pas suffisamment d'intérêt sur Terre, parce qu'on veut toujours plus, et donc on est poussé vers un autre endroit, et donc finalement aller vers notre planète, c'est aussi aller vers notre univers et vers une autre dimension. Et c'est un film qui questionne pas ce sujet-là, mais qui est intéressant, je pense, au moins à évoquer, étant donné qu'il sort la même année, et qu'il pose aussi cette question-là du voyage interspatial, du coup, de la question des corps, de l'immortalité, même aussi de la cryogénisation, cryogénisation parce qu'on s'est même montré en fait dans Mr. Nobody cette cryogénisation dans une des vies possibles où le personnage se rendrait sur Mars, et ça paraît un peu plus éloigné Avatar, mais c'est intéressant je pense de faire le parallèle, parce que voilà, la question de l'immortalité, du changement, d'être dans un autre corps qui n'est plus le nôtre, de vouloir encore une fois toujours plus par une espèce de forme d'avidité et juste de volonté, de désir d'argent et de consommation, et puis même juste de confort et d'exploration, alors qu'en fait encore une fois c'est la simplicité qui doit être mise en avant et qui doit prôner en fait et trôner. Donc voilà, c'était un peu la parenthèse. Non, mais je trouve ça important quand même de vous inciter, vous qui écoutez cette émission, d'aller voir des films comme Mr. Nobody, comme Everything Everywhere All at Once, mais même je vais vous rediriger vers Le Hasard de Kieslowski, je vais vous rediriger vers Cloud Atlas, ou même L'Effet Papillon, qui est alors tous des films qui abordent à leur manière le multiverse. Pourquoi un corpus aussi large? Pourquoi une citation aussi large? Pour essayer de vous dévier vers cette espèce de boulimie permanente d'une économie marvelesque qui aujourd'hui nous sert des Ant-Man Quantumania, des Spider-Man No Way Home et des Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui justement ne sont que des friandises pour vous gaver, des choses qui ne vont pas vous faire explorer les dimensions merveilleuses de cette possibilité. D'ailleurs, vous pouvez vous renseigner sur les multiverses, il y a plein d'auteurs comme Étienne Klein qui abordent ces possibilités et qui sont passionnants, mais je vous invite à vous détourner du cinéma qui sont dans les grands écrans et qui font énormément d'entrées et qui ne sont pas bons, qui n'exploitent pas cette chose avec virtuosité, avec divertissement aussi, et à aller voir d'autres films qui sont sortis et qui sont en train de sortir, qui sont absolument merveilleux. Tout n'est pas mauvais dans les Marvel non plus, il y a eu des bons Marvel, non, mais les Marvel qui adoptent le multivers. Non, mais ce qu'on veut dire surtout, c'est qu'il y a des gros films qui sont mis en avant et qui vont faire leurs entrées dans tous les cas, que vous alliez les voir ou non. Donc essayez plutôt d'aller voir aussi des films un peu plus indépendants, ou alors un peu plus disons parallèles, quoi, des films qui sont moins mis en avant et qui ont des propositions peut-être plus intéressantes et clivantes aussi, mais
mais assez unique et spécial, quoi. Bah justement, Everything Everywhere All at Once, il est justement à la fois sucré et pas très clivant. Ouais. Parce que pour le coup, Mais ça peut être clivant et être intéressant, et ça peut ne pas être clivant mais aussi être non, intéressant. mais oui, mais je pense très différent. Justement, je pense que là, c'est agréable d'aller voir un film des fois juste pour s'amuser, justement en tant que friandise. Et je trouve que l'avantage qu'a Everything Everywhere All at Once, c'est que c'est justement tout à la Je suis fois. totalement d'accord. C'est tout à la fois. C'est un bonbon. On peut autant y aller en posant son cerveau tranquille, en profitant d'un film de SF et de kung-fu absolument génial. Ou en même temps se dire vas-y, je vais regarder le film pour essayer d'analyser, etc., parce qu'il est vraiment intéressant, profond, il pose des questions et franchement il est super. Ah ouais, mais c'est pareil pour Mr. Nobody. Et Mr. Nobody, même s'il est un peu plus cryptique, il est aussi extrêmement bon dans sa manière de réfléchir, etc. Fonctionne très très bien. Donc se motiver pour regarder des films comme ça, je pense que c'est même pas forcément un effort à faire. Ah non, mais là, les deux films qu'on a choisis, c'est vraiment deux films que vous pouvez voir pour vous détendre, d'autres divertissements finalement. Ah, mais c'est très noble d'ailleurs, hein, très noble de se divertir, mais un peu en perdition, puisque aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. Et vous défoncer le cerveau à coups de baramine n'est pas se divertir. Mais Everything Everywhere All at Once est un excellent divertissement. Mr. Nobody aussi à sa manière. Et j'ajouterai Cloud Atlas dans la liste parce que je trouve que c'est aussi un très très bon divertissement. C'est vrai. Et mais tu veux nous le vendre celui-là Cloud Atlas, regardez-le. Non, mais c'est juste aussi parce que c'est un film complètement épique, une odyssée. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a plus trop l'habitude d'avoir ce genre de film. Et il traite aussi de notre thématique. Donc, tant qu'on y est, allez-y. Allez vous faire du bon film. C'est vrai. Non, mais aujourd'hui, on aussi, il y a plein de gens qui veulent voir des divertissements parce qu'ils veulent pas se prendre la tête, et c'est tout à fait compréhensible. Sauf que on peut voir des divertissements tout en ayant des choses qui sont assez intéressantes et des propositions enrichissantes aussi. Donc là, c'est le cas. Et se prendre la tête, c'est pas forcément négatif, hein, même pour se divertir. Clairement. Non, mais je veux dire, des fois, c'est des films. On a parlé il y a quelques semaines de Toute la beauté, le sang versé. C'est pas des films forcément reposants. C'est-à-dire que c'est pas des films qui sont reposants et qui demandent un peu un effort. Voilà. Mais Everything Everywhere All at Once, c'est vraiment un film où tu poses ton cerveau et tu vois un truc et alors tu peux réfléchir derrière comme tu l'as dit, t'as différents niveaux de lecture, mais si tu veux poser ton cerveau et voir un truc complètement fou et à la fois absurde et en même temps grotesque et burlesque et ce que tu veux, tu peux le faire aussi. Bah moi je pense que c'est surtout les films les plus intéressants qui sont comme ça, c'est-à-dire des espèces de pièges à loups en tête comme ça qui me vient à l'esprit. Inception en est un. Par exemple, Nolan c'est exactement c'est-à-dire un piège à loup dans le sens où tu vas voir un film de genre, tu veux poser ton cerveau, un film d'action avec Leonardo DiCaprio, un film de kung-fu qui a cartonné, qui a eu des Oscars, et le film comme ça vient te happer progressivement, vient rentrer, tu es dedans, c'est divertissant, c'est beau, je passe un bon moment qui me fait oublier mon angoisse existentielle, et puis d'un coup paf, il vient me faire réfléchir à quelque chose, à une problématique de temps, à une problématique de deuil, et justement se surprendre comme ça, c'est aussi magnifique, c'est aussi magique, et je pense que c'est la beauté du divertissement. Carrément. Et de ce genre de film. Et puis même on parle de Nolan, mais Interstellar ça rentre complètement dans la thématique aussi, parce que quand on imagine, et c'est ce que dit aussi Mr. Nobody, c'est quand on imagine les différents univers parallèles, on a souvent tendance à penser aux univers spatiaux et du coup à d'autres mondes, sauf qu'en fait c'est aussi d'autres temporalités et différents univers temporels, et c'est ce qu'on voit dans Interstellar, parce que le personnage vit dans une temporalité totalement différente, dans laquelle je sais plus, chaque minute correspond à une année, ou quasiment quoi. C'est énorme selon les endroits de l'espace dans lequel il se trouve, donc c'est aussi il y a des différentes temporalités, donc vous voyez Interstellar pareil, c'est magnifique Interstellar de Nolan. Je pense que les gens auront plus vu Interstellar quand même. Sûrement, faut les rattraper sûrement. Culture, hein. Si vous l'avez pas vu, d'ailleurs si vous n'avez pas vu Interstellar, arrêtez de nous écouter. C'est génial, pour le coup vraiment un film qui m'a bouleversé aussi, donc c'est incroyable. Mais non, voilà, on vous recommande tous ces films, et puis j'espère que ça vous aura donné envie de piocher à droite à gauche les exemples qu'on a donnés, et puis de creuser un peu le sujet, de réfléchir à tout ça en revoyant les films de la thématique du jour, et puis j'espère que ça vous aura plu en général, l'émission et les discussions à ce sujet-là. Mathéo, un mot de la fin, quelque chose sur Caen peut-être. Sur Caen, je suis pas aussi bon en foot que Gaston. Je suis pas très très fort pour faire des anecdotes. C'est qu'il nous aurait fait des jeux. J'ai l'impression que la dernière fois on parlait d'histoire avec c'était quoi la ville c'était Mission Actualité, à côté de la Tour du Pain, à côté de la Tour du Pain, c'est ça. Et on avait parlé d'histoire, donc on peut dire que avant la guerre de 100 ans, quand c'était anglais, et qu'on avait jusqu'ici on a récupéré la ville aux Anglais.
Je sais pas où je vais avec ça, mais au moins. Je sais pas, voilà, donc petite avis au référence. canet, parlez-nous d'histoire, parlez-nous de cinéma, parlez-nous de beauté, parlez-nous de Orelsan, même si vous en avez sûrement ras le cul de Orelsan, parce qu'on en parle tout le temps. Mais Nicolas, un mot sur l'émission peut-être en général. Sur l'émission, moi j'écoute beaucoup, j'ai mis 5 étoiles. Peut-être que vous devriez faire pareil. Sur l'émission en général, non, moi je passe un très très bon moment. C'est vraiment des films qui me passionnent, qui nous font parler à la fois de cinéma, à la fois de philosophie, à la fois d'actualité. Et ça montre que le cinéma est une forme de vase qui englobe tout, puisque Sergio Leone disait que le cinéma c'était la vie et vice versa. Voilà, donc moi c'est encore des sujets passionnants qui nous amènent à aborder plein de thèmes, à débattre, à échanger, et je trouve ça merveilleux. Ouais, bah carrément. Bah si vous voulez d'ailleurs encore d'autres épisodes thématiques, d'autres sujets que vous pouvez nous proposer, bah dites-le nous sur Instagram, par message sur avc.podcast, et puis abonnez-vous également si c'est pas déjà fait, et puis on échangera avec vous. Moi, une petite proposition, Diptyque Le Flambeau et LOL saison 3. C'est intéressant. En vrai, le flambeau, je pense qu'il y a des choses à dire dessus. Flambeau et la flamme, ça on fait un diptyque. Le diptyque de série. Le feu à travers la série télé. Voilà, avec en feat Denis Brognard et Jonathan Cohen dans l'émission, et on fait. Franchement, j'imagine que s'ils nous proposaient de faire un feat, on le ferait quand même. Hein. Mais je suis chaud. J'adore les deux personnages. Voilà, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Les fins d'émission en ce moment, c'est compliqué. Mais non, voilà, sinon notez-nous sur Apple Podcast et sur Spotify, comme l'a fait Nicolas, puisqu'il nous met 5 étoiles, c'est un auditeur fidèle. Et puis abonnez-vous également sur les plateformes, et on se dit à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films au cinéma, surtout, pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique. Didn't finish? How did you get that idea? I'm not finished.